Je pars. J'ai passé toute ma vie à travailler pour toi et les enfants, maintenant je veux vivre pour moi. Garde l'appartement, mais la voiture, la maison et l'argent sont à moi. Il est parti avec une femme plus jeune. Mais au mariage de son fils, il a pâli sous le choc. J'allumais la dernière bougie sur la table de la salle à manger quand Théo appela du couloir, « Maman, veux-tu que je mette le champagne au frais maintenant ?» Sa voix résonna à travers notre paisible maison d'une ville des Yvelines. Propre et chaude et remplie de l'odeur de canard rôti et de pommes à la cannelle, les préférés de Marc. « Pas encore, mon cœur, répondis-je, lissant la nappe blanche pour la 3e fois. Attendons que papa arrive. Mais au fond, je savais déjà qu'il ne viendrait pas. Aujourd'hui marquait exactement 20 ans depuis que Marc et moi avions échangé nos vœux dans une petite chapelle près de Saint-Germain-en-Laye. 20 ans depuis que j'avais troqué un diplôme en stylisme de mode, et un contrat avec une boutique dans le Marais, pour le mariage, la maternité et le sacrifice silencieux. Je n'avais aucun regret. Ou du moins, je me l'étais répété assez souvent pour y croire. Sophie, notre fille de 17 ans, mon reflet parfait tant par le visage que par l'esprit, entra dans la cuisine, son téléphone calé sous le bras et ses boucles brunes attachées en un chignon désordonné. « Veux-tu que je tranche les fruits pour la salade ?» demanda-t-elle. « S'il te plaît, souris-je. Et utilise les bons couteaux. Ce dîner est important. » Théo entra tranquillement, grand comme son père, mais avec des yeux plus doux. « Alors, à quelle heure papa a-t-il dit qu'il serait là encore ?» demanda-t-il en mettant un cube de fromage dans sa bouche. Je lui donnai une petite tape sur la main en plaisantant. « Ne gâche pas ton appétit, dis-je, masquant le nœud qui se tordait dans ma poitrine. Il a 17 heures. L'horloge tic-taqua plus fort que d'habitude. À 19h30, le canard était parfait, la table étincelait d'argent et de cristal, et la bouteille de champagne était toujours scellée dans son seau à glace. À 20h, j'avais appelé Marc 3 fois. Messagerie vocale. À 21h, Sophie s'était agitée, tapant du pied au rythme du tic-tac de l'horloge grand-père. « Maman, peut-on juste manger sans lui ?» demanda-t-elle, les bras croisés, les yeux vifs d'impatience adolescente. « Non », répondis-je trop vite, trop fermement. Il est probablement coincé au travail. Mais même moi, je n'y croyais pas. Théo me versa tranquillement un verre de champagne et leva le sien. « À toi, maman, dit-il doucement, sa voix portant le genre de tendresse qui vous brise, à la meilleure femme que je connaisse. » Alors nous nous assîmes, juste nous trois, mangeant du canard froid et des souvenirs chauds tout en faisant semblant que tout allait bien. À minuit, Sophie était allée se coucher, embrassant ma joue et murmurant « Joyeux anniversaire, maman », avant de disparaître dans le couloir. Théo est resté pour m'aider à nettoyer. « Ce n'est pas la première fois qu'il a une urgence au travail, » dit-il, essayant de me rassurer. Je hochai la tête, mais la douleur en moi était plus lourde que n'importe quel silence. Il était près de 3 heures du matin quand j'entendis la clé tourner dans la serrure. Je m'étais assoupi dans le salon, portant toujours ma robe de dentelle crème, le maquillage maculé sous les yeux. Marc entra comme si rien ne s'était passé. Pas d'urgence, pas d'excuse. Juste une froide indifférence, enveloppée dans un manteau coûteux. « Tu es toujours réveillé ?» demanda-t-il, me remarquant dans la lumière tamisée du lampadaire. « C'est notre anniversaire, dis-je, me levant lentement. Nous t'avons attendu. » Il passa devant moi, se dirigeant directement vers la cuisine pour un verre d'eau. Le silence entre nous rugissait. « Nous devons parler, » dit-il finalement, sans me regarder. J'ai pris une décision. Mon cœur s'arrêta. Sa voix était clinique, presque ennuyée. « Je pense que nous devrions nous séparer. » J'en ai fini, Isabelle. Je le regardais, sans comprendre. « Tu es quoi ? » Je déménage demain, continua-t-il, sur un ton monocorde. Tu peux garder la maison, mais j'ai besoin de l'épargne, de la voiture et du chalet au lac. J'ai passé toute ma vie à travailler pour cette famille. Je veux vivre pour moi maintenant. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Mes genoux fléchirent légèrement, mais je me redressai de force. Marc, qu'est-ce que tu dis, murmurai-je. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien ne m'est arrivé, répliqua-t-il sèchement. C'est toi. Tu avais l'habitude d'étinceler. Tu étais curieuse, excitante. Maintenant tu n'es qu'une femme au foyer. Toujours fatiguée, toujours dans ce peignoir. Ses yeux me balayèrent avec dédain. Tu n'essaies même plus. L'humiliation brûlait comme de l'acide.
Je sentis les larmes monter, mais je refusai de les laisser couler. Qui est-elle? Demandai-je doucement, ses doigts tambourinant sur le comptoir. Elle n'est pas le problème, marmonna-t-il. Combien plus jeune, insistai-je, la voix tremblante. 10 ans, 15. 18 ans, admit-il, me regardant droit dans les yeux. Chloé me comprend. Elle soutient mes ambitions. Elle me fait me sentir vivant à nouveau. Avant que je ne puisse répondre, Théo fit irruption dans la cuisine en t-shirt et pantalon de survêtement, les cheveux ébouriffés, les poings serrés. Tu pars, maman? Le jour de votre anniversaire de mariage. Tu es sérieux là? Ne t'en mêle pas, répliqua sèchement Marc. Tu comprendras quand tu seras plus vieux. Je suis déjà un homme, dit Théo, se tenant droit. Et si être un homme signifie agir comme toi, alors je ne veux pas en faire partie. Le visage de Marc devint cramoisi. Il claqua la paume sur le comptoir, faisant tomber le verre. J'ai pris ma décision, aboya-t-il. J'enverrai quelqu'un chercher mes affaires demain. Et dis à ta sœur que si elle veut rester dans cette école d'art chère, elle ferait mieux d'arrêter de te ressembler. Il se retourna et se dirigea vers la porte. Marc, l'appelai-je, la voix brisée. Et tes enfants? Te soucies-tu seulement de ce que cela leur fait? Ils sont assez grands, dit-il par-dessus son épaule. Ne fais pas de moi le méchant, Isabelle. Je paierai toujours les frais de scolarité. La porte claqua si fort que les murs tremblèrent. Une figurine en porcelaine tomba de l'étagère et se brisa sur le parquet. Un cadeau d'anniversaire de notre 10e année. Le son résonna à travers le silence, tout comme notre mariage s'était fracturé. Trop de fissures. Finalement, un coup de trop. Sophie apparut dans le couloir, les yeux écarquillés, les cheveux en bataille. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Pourquoi criait-il? Théo la serra dans ses bras avant que je ne puisse répondre. On parlera demain matin, dit-il doucement. Il ne reviendra pas, elle me regarda en clignant des yeux à travers ses larmes. Il nous a laissés, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas parler. Je hochai juste la tête. Théo passa son bras autour de moi. On ira bien, maman, murmura-t-il. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble là-dedans. Sophie nous rejoignit, appuyant son visage sur mon épaule. Nous restâmes tous les trois là, nous tenant les uns les autres dans la lumière tamisée d'un foyer brisé, tandis qu'en moi, quelque chose s'effritait en poussière, mais profondément sous les ruines, une lueur subsistait. Pas l'espoir, pas encore. Juste une question silencieuse et douloureuse. Et maintenant? Le lendemain matin, je me réveillai dans une maison qui ne me semblait plus la mienne. Il n'y avait pas d'odeur de café, pas de bourdonnement venant de la cuisine. Pas de pas familiers arpentant le couloir pendant que Marc vérifiait ses emails ou marmonnait à propos du trafic, juste le silence, dense et inconnu, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air des murs et laissé derrière lui quelque chose de creux. Je restais allongé dans mon lit, toujours dans la robe de la veille. Mon maquillage croûtait au coin des yeux, ma bouche sèche comme de la poussière. Sur la table de chevet se trouvait le reçu froissé, à moitié mouillé par un verre renversé, daté de 3 jours auparavant, d'une boutique de bijoux à Paris-Centre. Le nom sur le compte, Marc Whittaker. L'article acheté, un bracelet en diamant. Il ne m'avait pas juste quitté. Il était parti bien avant l'anniversaire. Je ne l'avais juste pas vu. Je me tirai lentement du lit, les articulations me faisant mal comme si j'avais vieilli de 10 ans pendant la nuit. Dans le miroir de la salle de bain, mon reflet me surprit. Ma peau était marbrée, mes yeux vides, mes cheveux emmêlés par endroits que je n'avais pas remarqués. Je m'aspergeai le visage d'eau froide, mais cela ne changea rien. La femme qui me regardait n'était pas Isabelle Dubois. Elle était une ombre quelque part dans la maison. J'entendis Théo préparer le petit déjeuner. Le tintement de la vaisselle ressemblait à une berceuse d'une autre vie. Je me traînai vers la porte, mais n'arrivai qu'à mi-chemin du couloir avant que mes genoux ne fléchissent. Je m'affaissai contre le mur, ma respiration haletante par courtes bouffées. Ce n'était pas le chagrin d'amour. C'était l'effondrement. Les jours suivants se fondirent les uns dans les autres comme des aquarelles dégoulinant sous la pluie. Je ne mangeais pas. Je bougeais à peine. Sophie se glissait dans la pièce avec de la soupe ou du thé, sa voix douce, presque effrayée. Théo s'occupait de tout le reste, la vaisselle, la lessive, le silence. Je pouvais voir la peur dans leurs yeux,
le genre de peur que ressentent les enfants lorsque la personne la plus forte de leur vie disparaît soudainement tout en se tenant toujours devant eux. Le 5e jour, quelqu'un sonna à la porte. Pas une fois, pas 2 fois, mais encore et encore avec une intensité croissante. J'enfouis ma tête sous l'oreiller, souhaitant ardemment qu'il s'en aille. Mais les coups devinrent plus forts, puis vint la voix. Isabelle, Elisabeth Whittaker, si tu n'ouvres pas cette porte, je jure devant Dieu, j'appellerai les pompiers pour qu'ils l'enfoncent. Claire, ma meilleure amie depuis l'université, la seule personne qui me connaissait avant la maternité, avant l'état d'épouse, avant que je ne me réduise à quelqu'un de gérable. Théo ouvrit la porte. J'entendis le grincement de la porte, le doux murmure des voix, puis le bruit de talons, des talons chers et impatients, claquant sur le parquet. « Oh mon Dieu !» dit Claire en me voyant recroquevillée sur le canapé, toujours dans la même robe de chambre que je portais depuis des jours. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne demanda pas la permission. Elle ouvrit les rideaux en grand, laissant la lumière vive de l'automne traverser la pièce comme une lame. « Lève-toi, aboya-t-elle. Tu n'as pas le droit de pourrir. Pas comme ça. Je ne veux pas de visiteurs, croassai-je, ma voix à peine reconnaissable. Tu n'as pas besoin de visiteurs, répliqua-t-elle sèchement. Tu dois te réveiller, bon sang. Elle commença à ramasser des vêtements, débarrasser la vaisselle, essuyer les comptoirs. Son énergie était exaspérante et électrique. Elle se déplaçait comme quelqu'un en mission, comme quelqu'un qui avait déjà fait ça pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre. Quand elle eut fini de crier, elle s'assit à côté de moi et me serra dans ses bras si fort que je ne pus m'empêcher de pleurer. « Tu n'es pas seule, Isabelle, murmura-t-elle. Mais tu dois te battre. Tu n'as pas le droit de le laisser gagner comme ça. » Plus tard dans la journée, après m'avoir fait prendre une douche, me changer et avaler de force 2 cuillerées de soupe, Claire se tint près de la fenêtre, les bras croisés. « J'ai fouillé un peu, dit-elle sèchement. Ton mari n'est pas juste tombé amoureux d'une monitrice de yoga nommée Chloé. Il planifie ça depuis des mois, peut-être plus longtemps. » Je levai les yeux, confuse. « Il a créé une société écran au Luxembourg, continua-t-elle. A commencé à transférer des actifs hors de vos comptes joints. A transféré la propriété du chalet au lac à quelqu'un nommé Charles Dubois, probablement le père ou le cousin de Chloé. A vendu des parts de son entreprise à une société holding enregistrée sous un faux nom. Il ne t'a pas juste quitté, Isabelle. Il a essayé de t'effacer. » Je laissai tomber la cuillère. « Comment sais-tu tout ça ?» Claire haussa les épaules. « J'ai des amis dans l'immobilier et la construction. J'ai demandé autour de moi. » Je fixai le mur, le froid s'insinuant dans mes veines. « Qu'est-ce que je fais ? » « Tu prends un avocat, dit-elle simplement. J'ai déjà appelé quelqu'un. Nous avons un rendez-vous dans 1 heure et après ça je t'emmène dehors. Je ne peux pas sortir, protestai-je. Je ressemble à une femme qui a traversé l'enfer. Claire m'interrompit. Exactement. Laisse-les voir. Parce que tu n'es pas morte. Tu n'as pas fini. Et si Marc pense qu'il peut s'en aller avec tout pendant que tu disparais dans le néant, il n'a aucune idée de qui il a épousé. 1 heure plus tard, j'étais assise en face d'un avocat nommé Maître Laurent. Petit, chauve, précis, le genre d'homme qui ne souriait pas beaucoup, mais qui avait les yeux d'un limier. Il examina les documents que Claire avait apportés, gribouilla des notes et hocha la tête pour lui-même. La situation est compliquée, dit-il, mais pas désespérée. 20 ans de mariage, 2 enfants. S'il pense qu'il peut s'en aller sans encombre, il se fait des illusions. Il ne me reste plus rien, murmurai-je. Pas d'épargne, pas de revenus, pas de travail. Il a tout pris. Maître Laurent se pencha en avant. Alors, reprenons-le. Je travaillerai pour un pourcentage, mais nous avons besoin de preuves. J'hésitai, puis me souvins du reçu et du relevé de compte que j'avais tiré de notre banque la veille au soir. Je les fis glisser sur le bureau. Il les étudia attentivement. C'est un début, dit-il, mais il nous en faudra plus. Si vous trouvez quoi que ce soit, documents, email, virements, apportez-les-moi. Chaque détail compte. Cette nuit-là, Claire ne me laissa pas rentrer à la maison. Elle m'emmena dans un restaurant sur un toit-terrasse surplombant la Seine. Je n'avais pas mangé depuis des jours. La nourriture n'importait pas. La vue n'importait pas, mais elle insista. Et puis le coup de théâtre que je n'avais pas vu venir. 2 tables plus loin, Marc avec Chloé.
Son rire était strident et éclatant, résonnant sur le toit terrasse comme une sirène. Elle portait un bracelet en diamant, celui du reçu. Et assis à côté d'elle, comme si le monde n'avait pas explosé, se trouvait l'homme que j'avais autrefois épousé. Il semblait plus mince, plus vieux, mais toujours suffisant, toujours si sûr de lui. Je me levai, ma chaise grinça contre le sol. Il se retourna. Nos regards se rencontrèrent, et pour la première fois depuis des jours, je ne ressentis pas de chagrin. Je ressentis quelque chose d'autre. Du feu. Je ne me souviens pas être sorti de ce restaurant. Une minute je regardais dans les yeux surpris de Marc, sa bouche légèrement ouverte, pris en plein rire, et la minute d'après j'étais dehors, le vent me giflant le visage comme une insulte. Claire se précipita après moi, ses talons claquant sur le pavé, sa respiration visible dans le froid d'octobre. « Isabelle, je jure que je ne savais pas qu'il serait là. Nous pouvons aller ailleurs. » « Non, dis-je doucement, ma voix stable pour la première fois depuis des jours. Maintenant je sais qui porte mon bracelet et dort probablement dans mon lit. » Claire me regarda, ses yeux scrutant mon visage à la recherche de quelque chose. Peut-être la panique, peut-être l'effondrement. Mais je ne me brisai pas. Pas cette fois. « Allons-y, dis-je, déjà en mouvement. Je sais par où nous devons commencer. » Cette nuit-là, nous nous assîmes dans le bureau de Maître Laurent. Les preuves que j'avais, relevés bancaires, transfert de propriété, ce maudit reçu, n'étaient pas suffisantes. Mais c'était suffisant pour qu'il commence à tracer les actifs, et à déposer une requête d'urgence pour geler les fonds joints avant que Marc ne déplace davantage d'argent hors de portée. Ce ne sera pas facile, prévint Maître Laurent. Il est intelligent et clairement méthodique. Mais 20 ans de mariage signifient toujours quelque chose pour le tribunal. Je hochai la tête. Je ferai tout ce qu'il faut. Et tu auras besoin de revenus, ajouta Claire sans détour. Parce que les batailles juridiques ne paient pas l'épicerie. Tu ne peux pas rester figée, Isabelle. Tu as besoin de travailler. Travailler? Le mot me semblait étranger. Lourd. Mon CV était une pièce de musée, un diplôme de design d'il y a 20 ans. Pas d'expérience en entreprise. Rien d'autre que des années à gérer une maison, cuisiner les dîners, élever des enfants, et plier des rêves au fond des placards. Pourtant, j'essayais. Les semaines suivantes furent un flou d'entretien et de rejet poli. Nous cherchons quelqu'un de plus jeune. Vous êtes surqualifié. Nous avons besoin de quelqu'un avec une expérience plus récente. Je les entendais encore et encore. Chaque fois, cela ébréchait le peu de confiance qu'il me restait. Peut-être un travail dans le commerce de détail, suggéra doucement Théo un soir. Ou un travail en centre d'appel. J'ai postulé, dis-je, sentant l'amertume dans ma gorge. Ils veulent tous des jeunes de 22 ans à la peau éclatante et à l'énergie illimitée. Ce soir-là, je m'assis en tailleur sur le sol de ma chambre, entouré de cartons. Je ne savais pas ce que je cherchais. Peut-être quelque chose à vendre. Peut-être quelque chose pour me rappeler qui j'étais. Au fond d'un vieux coffre poussiéreux, je le trouvai. Un carnet de croquis jaunis sur les bords, rempli d'échantillons de tissus et de dessins au crayon. Des designs que j'avais imaginés quand je croyais encore devenir quelqu'un. À côté, ma vieille machine à coudre, un cadeau de mes parents pour mon 18e anniversaire. Je passai ma main sur sa surface, essuyant la poussière et le temps. Et puis, glissé à l'intérieur du carnet de croquis, une photographie. Moi, plus jeune, les yeux allumés par l'envie, debout à côté d'un homme grand aux cheveux bruns et au sourire de travers. Derrière nous, une passerelle de défilé de mode floue en arrière-plan. Au dos, d'une écriture soignée, à la meilleure designer que je connaisse, mes portes sont toujours ouvertes. Julien. Julien Lefebvre. Mon ami le plus proche à l'école de design. Il avait de l'ambition, du charme, et le genre de talent brut qui ne s'apprenait pas. Je ne l'avais pas vu depuis des décennies, mais des rumeurs de son succès filtraient par des amis communs. Il était allé à Milan, avait étudié auprès de légendes, et était finalement retourné aux États-Unis pour ouvrir un atelier de luxe au cœur de Paris Centre. Pouvait-il encore se souvenir de moi? Le lendemain matin, je me réveillai avant le soleil, et pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentis pas lourde. Je me sentis déterminé. Autour d'un café, je dis à Théo ce que je comptais faire. Il ne rit pas. Il ne douta pas. Il posa simplement une main sur mon épaule et dit, « Je pense qu'il se souviendra. » Claire passa quelques appels.
Elle avait des amis bien placés, des promoteurs, des propriétaires de boutiques, des gens qui chuchotaient des noms comme Julien Lefebvre dans des cercles avec du champagne et des galeries privées. Il possède 6 ateliers, rapporta TL le soir suivant. Son bureau principal est sur l'avenue Montaigne. Et oui, il se souvient de toi. J'ai parlé à son assistante. Vous avez un rendez-vous demain, 14 heures. Mon cœur battait la chamade comme si j'étais de retour à l'école, attendant devant la porte d'une salle de classe. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je n'arrêtais pas d'arpenter le couloir, regardant les vêtements dans mon placard. Tout semblait faux, démodé, trop serré, trop lâche, trop insignifiant. Je me décidai pour une blouse marine et un pantalon qui conservaient encore leur forme. Je me brossai les cheveux, ajoutai du mascara, et sortis dans l'air froid, priant pour ressembler plus à une designer qu'à un fantôme. Le bureau de Julien se trouvait dans un grand bâtiment de verre qui scintillait sous la lumière de l'automne. Quand j'entrai, la réceptionniste me jeta un regard poli, puis me fit signe de m'asseoir sur une chaise blanche et épurée. Mes paumes suaient. Isabelle. Sa voix n'avait pas changé. Je me retournai et le vis. Plus âgé, oui, mais toujours magnétique. Des cheveux gris aux tempes. Un costume parfaitement taillé. Son sourire était prudent mais sincère. Mon Dieu, dit-il, s'avançant. Après toutes ces années, regarde-toi. Il ne dit pas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne me plaignit pas. Il me serra juste dans ses bras comme le ferait un vieil ami. Nous nous assîmes. Nous parlâmes. Je lui racontai tout, pas seulement le divorce ou Marc ou les ennuis juridiques. Je lui racontai ma peur, le sentiment d'être invisible, comment j'avais retrouvé mon vieux carnet de croquis et réalisé que j'avais cessé de croire que je pouvais créer. Quand je lui montrai la photo, il sourit et passa un doigt sur l'encre effacée. Tu as toujours été meilleur que nous tous, murmura-t-il. Et si tu es ici pour demander de l'aide, tu as déjà gagné la moitié de la bataille. Il se pencha en arrière, réfléchissant, je viens d'ouvrir un nouveau studio dans le 16e arrondissement. C'est principalement de la couture sur mesure et de l'essayage de vêtements. Rien de tape à accent Graveleuil, mais nous manquons de personnel. J'aurais besoin d'une paire de mains supplémentaires. Je clignai des yeux. Je n'ai pas cousu depuis des années. C'est comme faire du vélo, sourit-il. Je vais faire en sorte que quelqu'un te montre à nouveau comment faire. Pour le reste, je sais déjà que tu l'as. Le lendemain matin, je me tins devant un plan de travail dans un studio ensoleillé. Entouré de bobines de fil, de rouleaux de tissu, et du léger bourdonnement des machines à coudre. Mes mains tremblèrent en prenant les ciseaux. Mes premières coutures étaient de travers. Mon dos me faisait mal, mes doigts se crispaient, mais je ne m'arrêtais pas. Jour après jour, je me rappelais. À la fin de la 2e semaine, je pouvais faire un ourlet sur une robe de soie en parfait silence. Julien se penchait parfois par-dessus mon épaule et murmurait, toujours aussi doué. La nuit, je m'effondrais dans mon lit, épuisé, mais comblé, et pour la première fois depuis des années. J'étais plus que la femme de quelqu'un. J'étais de nouveau Isabelle Dubois. Julien était à peine entré dans l'atelier ce matin-là quand l'une des responsables lui fit signe, tenant une robe de soirée à sequins avec une expression impatiente. Je faisais l'ourlet d'un blazer à proximité, faisant semblant de ne pas écouter, mais je captais des bribes de leur conversation. Quelque chose à propos de la priorité du client et elle est connectée au bureau du maire. Je me concentrais sur mes points de couture. Mes doigts ne s'embarrassaient plus du tissu. Chaque mouvement semblait sûr, exercé. Cela seul m'aurait rendu fier, mais ce qui arriva ensuite changea tout. La responsable et Julien vinrent à ma table. Nous avons une situation, dit-il, sans lever les yeux de sa tablette. Notre designer en chef est malade. L'un des donateurs du gouverneur a besoin d'une modification de dernière minute sur une robe de soirée pour ce soir. J'ai besoin que tu t'en occupes. Je clignai des yeux. Moi. Tu as fait ça 100 fois à l'école, dit-il. Et franchement, personne d'autre ici ne sait plus improviser de design. Tu sais toujours faire. Je ne répondis pas. Mes mains bougèrent avant que mon cerveau ne le fasse. J'ajustai la ligne de buste. Restructurai la couture de la taille, ajoutai une subtile asymétrie à l'ourlet en utilisant de la soie restante d'une autre robe. Cela semblait instinctif, comme se souvenir des paroles d'une chanson que je chantais autrefois dans le noir. Je travaillais jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Et quand la cliente vint pour l'essayage, elle sourit.
C'est magnifique, dit-elle, tournant devant le miroir. Vous l'avez fait ressembler à de la couture. Où avez-vous appris à coudre comme ça? Dans une autre vie, répondis-je doucement. La rumeur se répandit. En quelques jours, Julien me demanda de prendre en charge plus de pièces sur mesure. Les clients demandaient ma touche, parfois sans connaître mon nom. Et bien que je cousais toujours en silence, quelque chose en moi avait recommencé à fredonner. Mais pendant que l'atelier prospérait, la bataille juridique faisait rage. Maître Laurent, mon avocat, me convoqua dans son bureau un mercredi matin. Son visage était grave. Marc joue la carte de la dureté, dit-il, feuilletant une pile de papier. Il a engagé une équipe juridique de premier ordre. Il retarde les procédures, nous ensevelisse sous la paperasse, et essaie de prouver que la plupart des actifs n'ont jamais été les vôtres. Je sentis le poids de cela presser contre ma poitrine. Peut-il gagner? Il est retors, admit Maître Laurent. Mais pas invincible. Nous avons juste besoin de plus de poids, comme si j'étais appelé par le destin. Cette nuit-là, je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Isabelle, demanda une voix hésitante. C'est Chloé. J'ai failli raccrocher. S'il te plaît, dit-elle rapidement. J'ai besoin de parler en personne. Nous nous rencontrâmes dans un café à Neuilly-sur-Seine, tranquille, loin de son glamour de Paris-Ouest chic et de ma vie professionnelle du centre de Paris. Elle semblait plus mince, moins soignée. Sa peau était marbrée sous son maquillage. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, dis-je honnêtement, les mains serrées autour de ma tasse de café. Tu as obtenu ce que tu voulais. Chloé secoua la tête. Je pensais que oui, mais Marc m'a menti sur tout. Je ne répondis pas, je suis enceinte, dit-elle soudainement, les yeux larmoyants. Et il le nie. Il a dit que j'avais inventé ça pour lui soutirer de l'argent. Il m'a traité d'instable. M'a accusé d'essayer de le piéger. Je la regardai, engourdie. Je ne suis pas venu mendier, continua-t-elle, sortant une clé USB de son sac à main. Il a laissé son ordinateur portable ouvert une nuit. J'ai copié ce que j'ai pu. Je n'en comprenais pas la moitié, mais peut-être que votre avocat le fera. J'hésitai, puis la pris. Pourquoi me donner ça? Parce que je le vois maintenant, murmura-t-elle. Ce qu'il vous a fait, il me le fait, et je ne le laisserai pas ruiner une autre vie. Surtout pas celle de mon enfant. De retour au bureau de Maître Laurent, les fichiers débloquèrent une mine d'informations, virements bancaires, comptes offshore, contrats falsifiés, signatures numériques reliant Marc à des transferts de propriété et à des transactions commerciales effectuées alors que nous étions encore mariés. Ceci, dit Maître Laurent presque respectueusement, change tout. La prochaine audience au tribunal fut brutale. Marc apparut dans un costume marine sur mesure, flanqué de 3 avocats. À côté de lui, la place de Chloé était vide. J'entrai seul, mais pas faible. Maître Laurent présenta les nouvelles preuves. La juge, une femme sévère aux cheveux argentés et aux yeux perçants, demanda un audit complet des avoirs de Marc. Le visage de Marc tressaillit pour la première fois. À l'extérieur de la salle d'audience, je prenais mon manteau quand quelqu'un me barra le chemin. Isabelle, dit Marc. Je levai les yeux. Ses yeux n'étaient pas froids, juste fatigués. Je n'aurais jamais cru que tu te défendrais, murmura-t-il. Pas comme ça. J'inclinai la tête. Tu ne m'as jamais vraiment connu, Marc. Il fit un pas de plus. Nous pourrions encore arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais peut-être que nous pourrions. Non, l'interrompis-je. Tu as fait des choix, et moi aussi. Je me retournai et m'en allai. Julien m'attendait dehors dans sa voiture. Alors que je montais, je sentis quelque chose d'étrange onduler en moi, un soulagement. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin cessé de perdre. Au cours des semaines suivantes, mon rôle à l'atelier s'élargit. Julien m'offrit un titre, consultante créative. Les clients commencèrent à demander mon avis sur le design, pas seulement des retouches. Il lança même l'idée de participer à un concours, jeune créateur de l'année. Cela semblait ridicule au début. Je n'émergeais pas. Je refaisais surface. Pourtant, je recommençais à esquisser. Tard un soir, je montrai mon travail à Théo. C'est incroyable, maman, dit-il, feuilletant les pages. Sérieusement, tu devrais te lancer. Je suis trop vieille pour ça. Tu ne le es pas,
dit-il fermement. Et même si tu l'étais, et alors? Sophie était d'accord. En fait, elle commença à m'aider. Son œil pour la couleur, pour l'équilibre, pour le détail. C'était mieux que ce que le mien n'avait été à son âge. Travailler ensemble nous rapprocha à nouveau. Nous n'étions pas juste mère et fille. Nous étions deux femmes construisant quelque chose à partir du même passé brisé. La date du concours approchait. Ma collection intitulée Cendres et fil racontait une histoire en tissu, chagrin, survie, renaissance. Chaque pièce reflétait une étape de guérison, des silhouettes serrées et ternes aux formes fluides et vibrantes qui bougeaient comme une respiration. Une semaine avant le défilé, je reçus un email. L'entreprise de marque faisait l'objet d'une enquête. Les comptes offshore, les contrats écrans, les investisseurs se retiraient. Les médias économiques tournaient comme des vautours. Maître Laurent appela. Il veut transiger. Les conditions étaient étonnamment généreuses. La moitié de tous les avoirs officiels, plus une prestation compensatoire rétroactive et mon nom retiré de toutes les dettes. J'accepterai, dis-je à Maître Laurent, mais je veux que ce soit signé avant le concours. Il rit. Vous voulez un nouveau départ? Non, dis-je, je veux gagner sans regarder par-dessus mon épaule. Les documents furent signés juste la nuit avant le défilé. Clair, définitif, et libérateur. Le jour du concours sembla surréaliste, comme un rêve que l'on fait juste avant de se réveiller. À moitié flottant, à moitié tombant, le cœur battant pour des raisons que l'on ne peut nommer. Je me tins en coulisses dans un simple blazer noir et une blouse blanche, le genre de tenue que je portais lorsque je rencontrais les clients de marque ou assistais aux réunions du conseil d'école. Mais aujourd'hui, je n'étais pas l'invité de quelqu'un. Je n'étais pas la mère de quelqu'un d'abord, la femme de quelqu'un ensuite. J'étais ici en tant que moi-même. Juste Isabelle. Julien s'approcha, regardant sa montre. Vos mannequins sont prêts. Ça va? Je hochai la tête, mais mes mains tremblaient. Juste nerveuse. C'est bien, dit-il. Ça veut dire que tu t'en soucies. La passerelle bourdonnait des déclencheurs d'appareils photo et des jugements chuchotés. Des gens de l'industrie en costumes impeccables. Des blogueuses aux cheveux fluo. Des critiques qui avaient écrasé des designers en une phrase et en avaient lancé d'autres avec une seule expression comme étonnamment frais. Quelque part au premier rang, j'aperçus Théo et Sophie, tous deux tirés à 4 épingles, tous deux souriant comme si j'avais déjà gagné, mais juste avant que le défilé ne commence, je le vis, Marc. Il était assis seul, à l'écart des autres sponsors, plus mince qu'avant, son costume flottant sur sa silhouette comme s'il ne lui appartenait plus. Ses yeux balayèrent la pièce, puis se posèrent sur la scène. Pendant un instant, ils croisèrent les miens, et je détournai le regard. La musique commença, basse au début, moqueuse. Le premier mannequin s'avança sur la passerelle dans une robe fuselée anthracite avec des épaules structurées et un col montant. La constriction. Tel était le thème du premier look, le poids du silence, la pression du sacrifice. La pièce suivante s'assouplit au niveau des manches, laissant entrevoir de la couleur. Au moment où le cinquième mannequin apparut dans une longue robe marine flottante avec des manches fendues et une doublure rouge audacieuse qui ne se révélait que lorsqu'elle marchait, la foule s'était tue, concentrée, écoutant non seulement avec les yeux, mais avec quelque chose de plus profond. Le look final était une robe blanche fluide, asymétrique et légère. Elle captait les lumières de la scène et les renvoyait dans un doux scintillement. C'était la seule pièce de la collection qui scintillait. L'espoir, le renouveau, soi-même. Le mannequin marqua une pause, puis tourna lentement. Et puis je m'avançai sur la passerelle. Je ne l'avais pas prévu, mais quelque chose en moi me dit, vas-y, montre-leur qui a fait ça, qui a survécu. Les applaudissements vinrent lentement, puis plus vite, plus fort. J'aperçus Sophie essuyant ses yeux. Théo debout, applaudissant si fort que ses mains devinrent rouges. Même Julien souriait depuis les coulisses, la fierté écrite sur son visage. Quand je descendis de scène, essoufflée, tremblante, la première personne à venir me voir ne fut pas mes enfants ou Julien. Ce fut Marc. Isabelle, dit-il doucement, tenant une flûte à champagne comme si elle pouvait l'ancrer au sol. C'était incroyable. Merci, dis-je poliment. Il s'approcha. J'ai beaucoup pensé à tout, à nous. J'ai fait tellement d'erreurs, et peut-être est-il trop tard, mais s'il y a ne serait-ce qu'une chance. Il n'y en a pas, dis-je doucement mais fermement. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu m'as aidé à devenir celle que je suis maintenant.
Mais tu n'as pas ta place dans cette version de ma vie. Son visage s'affaissa. Il n'était pas en colère. Il n'était pas surpris, juste perdu. Et je le laissais là. Une semaine plus tard, je signais les papiers définitifs du divorce dans le bureau de Maître Laurent. Tout était officiel, légal, terminé. Les actifs de Marc furent divisés. Je reçus plus que ce à quoi je m'attendais, y compris une copropriété dans un bien immobilier dont je n'avais même pas connu l'existence. Il avait essayé de le cacher derrière des couches de paperasse. Mais la vraie victoire n'était pas l'argent. C'était la liberté. Avec une partie du règlement, je m'associa à Julien pour agrandir son atelier. Il me donna le titre de directrice artistique et me dit que l'espace voisin était à moi d'utiliser. Pour ta propre marque, dit-il, tu l'as mérité. Nous l'appelâmes Atelier Isabelle Dubois, un espace rempli de lumière, de musique, de croquis et de rire. Sophie fit un stage chez nous, aidant avec les palettes de couleurs et les rendus numériques. Ses professeurs à l'académie disaient qu'elle avait un œil pour la narration et le visuel, quelque chose qu'aucun programme ne pouvait enseigner. Théo venait de terminer ses études à la Sorbonne. Il travaillait dans la technologie, mais passait toujours tous les dimanches pour dîner. Il emmena sa fiancée, une femme intelligente et douce nommée Naomi, qui le regardait de la façon dont je regardais Marc avant que tout ne s'émousse. Un soir, autour de vin et de cheesecake, Théo demanda « Voudriez-vous dessiner la robe de Naomi ?» Elle veut quelque chose de simple mais d'inoubliable. Je regardai Naomi. Elle hocha la tête. Je serais honoré, dis-je, ma voix s'étranglant un peu. Les mois suivants furent remplis d'une joie dont je n'avais pas su que mon cœur pouvait à nouveau contenir. Le studio bourdonnait de nouveaux clients, de nouvelles collections, de nouvelles opportunités. Claire passait souvent, généralement pour manger tous les biscottis dans la salle de pause et commander les stagiaires. C'est comme ça que la vie devrait être, dit-elle un jour, se penchant en arrière sur le canapé de mon bureau. Comme si elle t'appartenait. Et elle avait raison. Le jour du mariage de Théo, je portais une robe bleu pâle que j'avais cousue moi-même. Sophie rayonnait en vert émeraude. La robe de Naomi, en simple soie, dentelle cousue à la main, un décolleté en cœur, et un tombé qui bougeait comme de l'eau. Suscita des exclamations quand elle descendit l'allée. Je me tins au fond, à côté de Julien, serrant un mouchoir et respirant à peine. Pendant la réception, Marc arriva, en retard, seul. Il salua Théo poliment. Il ne s'attarda pas, ne fit pas de discours, et quand nos regards se croisèrent à travers la tente de jardin, il leva un verre de loin et murmura « Merci ». Et cela fut suffisant. Cette nuit-là, Julien me trouva regardant les étoiles depuis le patio à l'extérieur du lieu. Il s'assit à côté de moi, son manteau drapé sur mes épaules. « Ça va ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. « Je suis juste comblé. » Il sourit, regardant droit devant lui. « Tu sais, j'avais un plan pour la prochaine collection, mais je pense que nous devrions refaire la tienne. » Une suite. Je ris. Une suite à cendre et fil. Pourquoi pas? Tu n'as pas fini de t'élever. Je me tournai vers lui. Ses yeux rencontrèrent les miens. Pas comme partenaire commercial, pas comme ami, mais comme quelqu'un qui avait attendu patiemment que je retrouve mon chemin vers moi-même. Et cette fois, je ne détournai pas le regard parce que je savais qui j'étais maintenant. Pas une épouse, pas une victime, pas quelqu'un qui s'était évanoui dans les rêves de quelqu'un d'autre. J'étais Isabelle Dubois, designer, mère, survivante, et je ne faisais que commencer. Parfois, les personnes qui nous promettent de nous aimer pour toujours sont celles-là même qui essaient de nous effacer. Et quand elles le font, il est tentant de disparaître, de se rétrécir, de s'effondrer, de croire aux pires parties de leur histoire sur qui nous sommes. Mais la vérité est que personne ne peut définir votre valeur sinon vous-même. Isabelle ne s'est pas élevée parce que quelqu'un l'a sauvée. Elle s'est élevée parce qu'elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue de la fille qui rêvait en tissu, qui dessinait avec du feu dans les mains, qui croyait autrefois qu'elle pouvait créer quelque chose de beau. Et quand tout lui fut enlevé, son mariage, son argent, son sens de soi, elle a cousu une nouvelle vie avec les restes qu'ils avaient laissés derrière. Alors, si vous vous tenez dans les ruines de quelque chose que vous pensiez éternel, ne paniquez pas. Ne fuyez pas respirer. Regardez autour de vous. Et puis commencez à reconstruire pièce par pièce. Parce que parfois, il faut tout perdre pour se souvenir de qui vous étiez toujours censé devenir. Et c'est cela la vraie histoire.